En matière, vous verrez le résultat tout à l'heure dans notre dossier du jour. Pour l'instant, place à la question Conso. Ah, Versailles, Chambord, la Côte d'Azur, les plages bretonnes, les vignobles bordelais, notre pays regorge de trésors et occupe une place de choix dans le cœur des touristes. Et pourtant, ces hauts lieux touristiques subissent une baisse très importante de fréquentation, jusqu'à moins 46% pour certains. Alors que se passe-t-il? Est-ce que le tourisme français est en danger? Avant d'en parler avec notre invité, reportage de Vincent Giraldo. La France, ses paysages et ses monuments que le monde nous envie. Un trésor économique en danger car les attentats qui ont touché le pays ont eu un impact important sur la fréquentation, moins 7% depuis janvier dernier. L'état d'urgence, dans beaucoup de pays, ça a créé des incompréhensions, avec des gens qui ont pu avoir l'impression qu'il y avait le couvre-feu ou qu'il y avait une situation quasiment de guerre, ce qui n'est pas le cas dans la réalité de la vie quotidienne. L'image d'un pays moins sûr a eu des conséquences, surtout sur la clientèle internationale. Sur la Côte d'Azur, le nombre de touristes a baissé de 10%. Et pour les professionnels, cette tendance sera difficile à inverser. On a une baisse de réservations de dernière minute. Les gens qui étaient là, évidemment, sont restés. Mais la grosse inquiétude que nous avons, c'est qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et nous avons le sentiment que c'est un phénomène qui va durer. Le risque d'attentat n'est pas le seul facteur qui explique la baisse du nombre de touristes. D'autres éléments ont joué sur la saison. La météo, qui a été très défavorable, avec des jours de pluie abondantes qui évidemment ont impacté. La crue de la Seine a été largement relayée à l'étranger, parfois sans doute exagérée. Comme avec cette image publiée dans un journal américain où l'on voit un homme baguette à la main et de l'eau jusqu'aux cuisses. Une météo mauvaise et des conflits sociaux qui ont touché directement les touristes. Le conflit d'Air France notamment, plus de 150 000 personnes qui ont été impactées donc par le conflit. Des grèves qui ont eu un impact mécanique. Quand il n'y a plus d'avions, c'est plus compliqué pour les touristes de venir. Ajoutez à cela des images de violence en marge des manifestations contre la loi travail. Pas vraiment de quoi attirer les touristes. Et cela se ressent précisément dans les chiffres car c'est surtout l'Île-de-France et Paris qui ont vu leur fréquentation baisser. On estime à 1 milliard d'euros des retombées économiques en moins sur les 8 premiers mois de l'année, donc jusqu'à fin août. C'est une estimation, moins 1 milliard d'euros. C'est réellement un secteur qui est fragilisé, alors que jusqu'à présent, chaque année, et depuis des années, le tourisme était une activité qui, globalement, créait plus de richesses et donc plus d'emplois chaque année. Une croissance d'abord remise en cause par le risque d'attentat. Mais pour les professionnels, il y a d'autres explications. Ça fait longtemps qu'on sait que Paris est une ville qui a une réputation qui monte de ville moins sûre, une ville touchée par la délinquance, et que, voilà, tout simplement, on n'a pas voulu voir ce problème jusqu'à présent. Des faits divers impliquant la clientèle chinoise ou coréenne. Ces histoires ont été très largement partagées sur les réseaux sociaux, en Chine notamment. Heureusement, tout n'a pas été si mauvais juste avant la pleine saison. Pendant l'Euro 2016, une réussite sportive, mais aussi une réussite touristique qui a été appréciée dans le monde entier comme un grand événement et comme quelque chose qui a aussi donné l'envie de venir en France. Avec 85 millions de touristes en 2015, la France reste malgré tout le pays le plus visité au monde. Le gouvernement reste optimiste et maintient son objectif, accueillir 100 millions de touristes en 2020. Et pour aller plutôt plus loin en plateau, on accueille Didier Arinaud. Bonjour Didier. On rappelle que vous êtes directeur du cabinet ProTourisme. Quels sont les derniers chiffres, les derniers bilans de l'été ? Écoutez, le dernier bilan est plutôt positif parce qu'il y a eu un bon mois d'août, il y a un très bon mois de septembre avec une clientèle notamment de seniors qui n'étaient pas partis au printemps et qui partent à cette période de l'année. Donc comme ça souvent, permet. Quand même d'ailleurs. Donc alors, on a récupéré. Alors souvent ils partent au mois de septembre. Oui. La seule chose, c'est qu'il y avait une clientèle, la clientèle de printemps qui n'était pas partie, du fait des grèves, des blocages, de la pénurie d'essence, enfin tout ça. On a eu véritablement un mauvais film depuis le début de l'année entre les attentats, les blocages, les grèves, les bastonnades entre les Uber et les taxis, la météo, les touristes détroussés à Paris. Ça, c'est pas bon. Enfin, tout cela, c'est pas bon, notamment pour les clientèles étrangères, les clientèles lointaines. Plus on est loin, éloigné de la France,
et plus un retentissement fort, avec un écroulement de certaines clientèles. Plus c'est caricatural en fait. Absolument. C'est l'effet papillon. Et pour certains pays, quand ils voient des images de casseurs, des images de manifestations, des images de blocage, ils ont l'impression qu'on est un pays en guerre. Et en plus, on en rajoute avec l'état d'urgence. Mais d'un autre côté, on a un état d'urgence, mais on a quand même des manifestants avec les nuits debout, avec les blocages. Donc, on est dans le grand n'importe quoi et absolument pas visible pour les clientèles. Mais du coup, il y a des régions quand même qui sont plus touchées que d'autres, j'imagine notamment autour de Nice, non? Alors, Nice, on parle beaucoup de la Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur cet été ne fait pas une si mauvaise saison touristique, à l'exception des Alpes-Maritimes. Donc Nice et Cannes ont été impactés, plus Cannes encore que Nice. Plus on a une clientèle lointaine, très haut de gamme, et plus on est impacté par la crise. Ensuite, on a eu aussi tout le débat sur le Burkini, donc vous imaginez les clientèles du Moyen-Orient venir à cette période de l'année, c'est quand même un peu compliqué. On est véritablement, on a l'impression qu'on est les spécialistes pour se tirer des balles dans le pied. Alors bien évidemment, il y a un certain nombre de territoires qui résistent. Parce qu'à l'inverse, c'est aussi bien de citer les bons exemples et dire que la saison n'a pas été mauvaise partout. Donc on le disait, Alpes-Maritimes, Paris aussi impacté, donc des amours des touristes. En revanche, il y a d'autres zones qui s'en sortent mieux. Alors on a bien évidemment tous ceux qui dépendent des clientèles étrangères lointaines, celles-là sont fortement impactées et ça pèse lourd dans les nuitées touristiques puisque Paris et une partie de la Côte d'Azur pèsent lourd. La Côte d'Azur, il faut le savoir, c'est 1% du tourisme mondial. Mondial, 1%, la seule Côte d'Azur. Donc on est dans des volumes très importants. Mais si on prend la façade atlantique, ça a été une assez belle saison, un mauvais printemps, certes. On va faire plaisir à Maïa, le Pays Basque fait une très belle saison, du côté de Saint-Jean-de-Luz, de Bayonne, de Biarritz, avec une remontée des clientèles espagnoles, parce que là aussi, cette météo a été une bénédiction. On sait que le tourisme et le touriste est météo sensible, météo réactif, et le fait d'avoir eu ce temps extraordinaire a poussé à la fois des clientèles étrangères à rester dans l'Hexagone, notamment les clientèles de septembre, des Hollandais qui descendaient pour aller en Espagne, canicule en Espagne, ils restent sur le territoire, et les campings, et notamment qui sont les grands vainqueurs, notamment les campings haut de gamme sur le littoral, ont eu l'extraordinaire surprise d'être complets au début du mois de septembre, alors que certains ne l'avaient pas été depuis 5 ou 6 ans. Ceci étant, ce beau mois d'août et ce beau mois de septembre ne compensera pas la diminution depuis le début de l'année et puis les problèmes de fond du tourisme français. Dans votre reportage, on montrait, Laurent Fabius annonce, on a un objectif 100 millions de touristes. Alors vous savez, les politiques, c'est toujours pareil, ils prennent des chiffres ronds. Et vous êtes un petit peu remonté, Didier, aujourd'hui. Le problème, c'est que 100 millions de touristes, c'est impossible. À un moment donné, il ne faut pas dire n'importe quoi. Pour être en capacité d'accueillir 100 millions de touristes, il faudrait qu'on crée 1 million de lits. On en a combien en général et donc, pour se faire une idée, ça veut dire qu'on en a combien aujourd'hui des touristes? Aujourd'hui, on a, dans le tourisme hexagonal, on fait à peu près 400-500 millions de nuitées, avec une vingtaine de millions de lits touristiques. Ils voulaient en rajouter 100 millions, c'est ça? Non, ils disent on va avoir 100 millions de touristes, mais pour avoir 100 millions de touristes, il faudrait qu'on crée 1 million de lits touristiques. Et ce million de lits touristiques, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas créé. Donc ça veut dire qu'en fait... Donc on a des règles qui font qu'on ne peut pas en créer sur le littoral, on a les lois littorales, on n'a pas créé de lits touristiques sur Paris depuis des années où on dit qu'il faudrait plus d'hôtels. Alors maintenant on dit qu'il faudrait moins d'hôtels parce qu'il y a aussi toutes les offres alternatives, mais on sait que ça n'est pas possible. Mais donc du coup ça veut dire que... Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement et ce désamour va se poursuivre à long terme s'il n'y a pas de changement au niveau des politiques? Alors, s'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas de politique touristique. Faut arrêter de faire semblant. Il n'y a pas de politique touristique. On a un président de la République qui, à un moment donné, comme les prédécesseurs, c'est pas seulement le gouvernement actuel, qui dit le tourisme doit être une priorité. Mais ce sont des mots. Et quand on regarde la réalité, il n'y a pas de politique touristique. Il y a quand même plus de zones piétonnes, par exemple, dans certaines... je pense à la capitale, à Paris, il n'y a pas que Paris aussi, il y a plein d'autres villes, mais il y a plus de zones piétonnes. Ça permet aussi à des touristes qui sont dans le centre, par exemple, de la capitale, de mieux se promener. Enfin, il y a des choses comme ça. Il y a des événements, il y a des festivals. On peut pas non plus... C'est pas juste plus personne ne vient à Paris. Et même là, dernièrement... Il y a la plage à Paris. Il y a la plage, il y a Paris plage. Il ne faut pas tout confondre. Ce que vous dites, le fait que les villes soient animées, c'est une chose. Mais si on parle de lits touristiques, si on parle d'hébergement touristique. Oui, vous parlez d'hébergement pur. Voilà. Et en plus, souvent, et l'exemple que vous donnez, quand on voit les villes, les villes ont fait
de véritable politique touristique. C'est l'État qui ne fait pas assez. C'est l'État qui n'a pas de politique touristique. Bah, écoutez, Quand on regarde Bordeaux, ce qu'elle est devenue, Bordeaux a doublé sa fréquentation touristique en 10 ans. Donc on voit, vous savez, le tourisme, c'est l'offre qui crée la demande. Faut pas rêver, ça passe par l'innovation, par l'investissement. Et quand on a aux hôteliers aussi d'innover, voilà, d'avoir des offres. À condition d'avoir un modèle économique vertueux. Quand vous avez 40% de coûts supplémentaires que les autres pays, que l'Espagne, pour pouvoir faire fonctionner vos établissements, c'est très bien la théorie en disant les hôteliers devraient faire ceci ou cela, mais on a une productivité très forte dans le secteur du tourisme. On dénonce la qualité de service. Les employés dans le secteur du tourisme, ils travaillent plutôt mieux que les autres pays. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a un coût qui est bien supérieur aux autres pays. Alors vous le dites, l'effort, il est à faire peut-être du côté de l'État, vous le dites, il est peut-être à faire aussi de la part de nous tous. Hein. Il y a Oisillon qui nous dit qu'il faut qu'on accueille mieux les touristes, il n'y a pas de secret. Exactement. Et la clé peut-être aussi là-dedans, dans notre accueil. Mais écoutez, tout à l'heure, c'est assez amusant. On voit la scène, j'ai vu une scène tout à l'heure où il y avait des touristes qui attendaient un taxi et les gens râlaient parce que le taxi les gênait à les 30 secondes. Donc il faut aussi qu'on fasse preuve d'empathie et qu'on prenne les touristes comme une chance et pas comme un problème. Et vous savez, il faut avoir envie aussi, et je crois que ce qui manque globalement dans notre pays, c'est un peu de gentillesse, d'empathie, de compréhension. Et si on se met dans cette situation, et je crois qu'on aura un peu plus de satisfaction des clients. Parce on va que quand les terminer sur cette belle vont en Espagne ou au Portugal, ils ont ce sentiment. Cette idée de sourire un petit peu bienveillant, c'est ça. Vous savez, leur montrer le chemin. C'est le pays de la gentillesse. C'est quoi? C'est le Brésil. Vous allez au pays, mais tout le monde est gentil, tout le monde est toujours content. C'est pas le seul quand même. C'est le pays où les gens sont les plus gentils. Ah d'accord. Tu les as tous faits, c'est bon. Gérard, oui. La gentillesse. Les Français, ce sont des Italiens de mauvaise humeur. Merci beaucoup Didier d'être venu sur ce plateau. On revient à notre dossier du jour. On vous a posé la question sur France5.fr. Quel type de nappe préférez-vous ?